Dans notre société, les maladies mentales affectent beaucoup de personnes et parfois même on ne s'en rend pas compte. Les affections sont diverses. Moutieu Marinette Flore, doctorante en médecine et future psychiatre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous fait un bref exposé. La santé n'est pas une absence de maladie, mais plutôt la présence d'un état de bien-être complet. L'Organisation mondiale de la santé définit d'ailleurs la santé mentale comme étant un état de bien-être complet, mental et émotionnel qui permet à la personne d'affronter les stress de la vie, de bien travailler, de bien apprendre et d'apporter une contribution à sa communauté. Donc, pour revenir donc à ces maladies-là qui reviennent le plus en psychiatrie, il y a d'abord la schizophrénie, il y a les troubles maniaco-dépressifs, il y a aussi la dépression. Ce sont les trois qui reviennent le plus souvent. Nous avons échangé avec une ancienne victime de la dépression. Pour garder son anonymat, nous l'appellerons Madame Belle. Elle nous raconte son histoire. Au début, moi-même, je ne savais pas que je suis malade. Ça a commencé par une tristesse assez profonde. En plus de ça, je n'avais plus le goût à rien, plus le goût de manger, plus le goût de faire quoi que ce soit. Même au boulot, je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. J'étais évasive. Je n'arrivais pas à me concentrer à faire quoi que ce soit. J'ai commencé par avoir de l'insomnie. C'est suivi l'hallucination. Je voyais, par exemple, mon père, il est déjà vieux. Mais je voyais le visage de sa jeunesse sur le visage de quelqu'un d'autre qui est proche de moi. Je commençais par faire des gestes, je commençais par crier. Je commence par entendre des voix qui me disent que ma mère est une sorcière, mon père, mes soeurs sont des sorciers, ils veulent me tuer, ils veulent m'empoisonner. Donc tout ça là, je commençais par courir dans le quartier, dans tous les sens, en demandant de l'aide. Heureusement que mon père même est dans le domaine de la santé. Donc, ils ont pu me récupérer tôt. Et de la façon dont la maladie j'avais eu un trouble de comportement. Je ne contrôlais plus rien. J'étais évasive. Je n'arrivais même plus à écouter quand on me parle ici dans cette vie. Quand les gens me parlent, tout ça, je n'écoute plus. Je n'entends rien. C'est comme si je n'entends rien. Je n'étais pas, mon esprit n'était pas ici. Et je ne pouvais rien que écouter les voix dans ma tête. Pas les voix des êtres humains, mais les voix dans ma tête. On m'a finalement amenée dans une clinique. J'avais suivi une prise en charge et on m'a traitée. Comme dans le cas de Madame Belle, beaucoup de personnes souffrent de dépression en douceur. Dans notre société, beaucoup de personnes vivent avec la dépression sans même le savoir. Ça peut être une personne qui se sent extrêmement fatiguée tout le temps, une personne qui est triste tout le temps, une personne qui a perdu tout intérêt pour les activités de la vie quotidienne, mais qui se sent même coupable. C'est quelqu'un qui va se sentir coupable parce qu'elle pense qu'elle est paresseuse. Qui peut souffrir de problèmes mentaux? Genre, puisque ça, c'est une jeune fille. Son problème, sûrement, c'est pas Goumen. Comme chez nous, ici, c'est souvent Goumen qui nous donne ça. Mais bon, tu nous parles plus avec les expériences et tout là. Bon, qui peut souffrir de problèmes mentaux en vrai? Absolument n'importe qui. Ça ne dépend ni du sexe, ni de l'âge, ni même des moyens financiers. Absolument n'importe qui peut subir ça. Et ça peut être le Goumen, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on rigole, mais il y a des personnes qui vont jusqu'au suicide à cause de Goumen. Dernièrement, il y avait même une nouvelle du Cameroun, un homme qui s'est pendu parce que il avait des problèmes avec sa go. Donc oui, il y a le Goumen. Bon. Ah oui. Et c'est plus commun que... Un instant. On va faire 2 minutes en arrière. Bon, 2 minutes même, 2 secondes en arrière. Moi-même, je l'ai fait dans la bouche. Tu as dit, il s'est pendu pour femme. Oui. Parce qu'il avait des soucis avec sa femme. Enfin, c'est même pas sa femme, sa go. C'est pas même sa femme, genre légal. Oui. Bon, heureusement que moi j'avais Mardiel. Lorsque moi j'avais eu Goumen là. Mardiel. J'ai fait la psychologie. Merci Mardiel. Bon, mais... Je t'en prie. Mais bon, mademoiselle Marinette. Bon, tu as dit n'importe qui. Bon, les enfants aussi peuvent souffrir de ça. Oui, même les enfants. Même les enfants peuvent souffrir de maladies mentales. Enfants de moins de 10 ans. Ça ne dépend vraiment pas de l'âge.
les adolescents, les c'est moins adultes de et même les 5 ans. personnes âgées. Genre, qu'est-ce qui peut être la cause de ce problème chez un enfant? Puis Un bon, un enfant de enfant. moins de 5 ans. Oui, un Moins de enfant, 5 bon, ans. quel peut être son souci maintenant jusqu'à, bon, il va déprimer ou bien avoir des problèmes. À part la faim. Ah oui. Bon, à part la faim. Même, Absence de lait maternel. Bon, Oui. bon Non, dis-nous. le fait est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner une maladie mentale. C'est un truc qui est multifactoriel. Oui, il peut y avoir les difficultés de la vie comme la pauvreté, les conflits familiaux ou les traumatismes, mais il y a aussi des facteurs biologiques. Il y a au niveau tu peux naître carrément avec des déséquilibres chimiques qui te prédisposent à ça. C'est pas nécessairement que tu auras ça, mais tu peux naître enfant avec des déficits au niveau de tes neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou la dopamine. Ce sont disons, des petits messagers dans ton cerveau. Et s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, même étant enfant, tu peux déjà être prédisposé. Et si en plus de ça, au niveau de ta famille, il y a une pauvreté extrême, il y a des conflits familiaux aussi, la famille est abusive, parce qu'il y a des parents qui sont abusifs, il y a envers les enfants. Oui. Il y a des familles dans lesquelles il y a des agressions sexuelles sur les enfants. On est en Afrique, on sait que ça se fait, même si on n'en parle pas. Donc des enfants comme ça, à très bas âge, peuvent avoir des maladies mentales. Donc, à bien comprendre, il y a des prédispositions. En effet, c'est-à-dire que d'autres personnes sont plus susceptibles d'être malades mentalement que d'autres en réalité, à cause de ces prédispositions-là. Oui. En tout cas, je n'aimerais pas être né avec ces prédispositions-là. Bon, est-ce que... C'est génétique ou c'est quoi le souci? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que c'est génétique? Oui. Mais ça, là, c'est... Bon, est-ce que tu as parlé de prédisposition chez un enfant? Maintenant, ça peut être génétique. Héréditaire. Est-ce que ça peut l'être? Avec les choses de neuro que tu as dit là. Bon. Oui. Il y a... En fait, c'est... Vraiment, la notion de prédisposition est importante parce que ce n'est pas forcément parce que tu as ces prédispositions-là que tu seras malade. Mais sinon, il y a trois grands facteurs qui entrent en cause. Il y a une prédisposition génétique, il y a les facteurs biologiques et il y a les facteurs environnementaux. Au niveau des facteurs génétiques, certaines personnes vont hériter de prédispositions à développer des maladies comme la dépression, la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Par exemple, si un parent immédiat a l'un de ces troubles mentaux, vous pouvez déjà vous dire que je suis un peu susceptible d'avoir. Justement, susceptible de développer ces maladies-là. C'est ça au niveau de la prédisposition génétique. Les facteurs biologiques, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure, les déséquilibres chimiques dans le cerveau, notamment dans les neurotransmetteurs. Bon, je sais pas, ça peut arriver que on suppose que... Comme je disais, abusifs ou alors des parents négligents ou avec la... Allô? Donc, à ce niveau, il y a un peu la responsabilité des parents à bien comprendre ce que... Je pense que c'est pas seulement les parents, l'environnement, la société, parce que je pense que là, on parle d'abus, agression physique, morale, tout ce qui va avec. Donc. Bon, une question, si on prend le cas d'un enfant, un enfant de moins de 5 ans, comment, on peut reconnaître que l'enfant là, a des troubles, puisque est-ce que lui sait comment bien s'exprimer sur ce qu'il ressent pour qu'on puisse savoir que l'enfant là souffre d'un problème de ce niveau? Comment reconnaît-on en fait ce problème chez l'enfant? Que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte, en réalité, la majorité, on ne s'en rend généralement pas compte. Très facilement, sauf quand c'est vraiment extrême. Mais les signes qui peuvent permettre de reconnaître, par exemple, si vous avez un enfant à la maison, si vous vous rendez que il y a déjà un changement par rapport à la manière dont l'enfant était avant. Un enfant qui avant il était très jovial, il jouait beaucoup et tout. Soudainement, il est triste, il est renfermé, il se cache dans sa chambre, il ne sort plus, beaucoup ne joue plus. Vous voyez qu'il est désespéré ou il est maintenant nerveux. Un enfant qui était à l'aise à parler avec les gens, maintenant il est tout nerveux, tout anxieux, il est irritable aussi. Un enfant, il ne faut pas toujours voir ça comme des caprices. Un enfant qui avant était très jovial, vraiment accueillant, même obéissant, qui soudain devient irritable, il se fâche pour rien, il est désobéissant. Il faut voir ça comme un signe. Ce changement-là, dans la personnalité, dans l'humeur de l'enfant. L'enfant peut aussi carrément extérioriser des pensées des négatives. Les pensées suicidaires peuvent ressortir dans les paroles de l'enfant. Un enfant qui va dire à sa sœur même à quoi, ou alors
parler de pensées qui indiquent que l'enfant n'a pas d'intérêt à la vie, à être là. Et ça peut être un retrait social, un isolement. Et les comportements à risque, certains enfants, vous allez voir, vont commencer à s'auto-mutiler, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à prendre des choses pour se blesser. Wow. Et ça peut passer pour un jeu. Peut-être l'enfant dira souvent d'ailleurs, l'une des patientes que je suis pour ma thèse, parce que j'écris une thèse en psychiatrie, elle est atteinte d'automutilation. Wow. Et elle, à chaque fois, elle disait quoi à ses parents? Elle disait qu'elle est tombée, ou bien que non, c'était un accident. L'enfant ne va pas admettre parce qu'on a honte de ces choses-là. Mais vous allez voir un enfant qui est tout le temps blessé, des blessures, qui va cacher, il aura des excuses. Mais ça peut être des comportements d'automutilation. Ça peut être des changements physiques. Un enfant qui maintenant ne dort plus. Avant, il dormait bien, maintenant il a les insomnies. Il est fatigué tout le temps, il n'a rien fait, mais il est fatigué. Il ne faut pas dire non, tu es paresseux. Il faut parler à la personne, essayer de dialoguer. Oui, on a l'impression qu'on voit ça souvent dans les films, mais en vrai, c'est réel. Parlons déjà de la manière dont on diagnostique. Moi, j'ai vu ça dans les films. Hein. Souvent, quand tu arrives au niveau je crois que c'est les psychologues là-bas, on te montre des images pour pouvoir apprécier. Est-ce que ça marche vraiment? Et vous, est-ce que vous le faites chez vous? On montre des images, on demande qu'est-ce que tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que ça marche? Et est-ce que vous le faites en fait chez vous? Bien vrai que j'ai pris des cours de psychologie en 2e année, mais le stage que j'ai eu à faire, c'est en psychiatrie. Et on ne fait pas vraiment ce genre de test. En psychiatrie, on a des critères diagnostiques. Et on va prendre dans le temps de suivre l'enfant, de dialoguer avec l'enfant ou l'adulte d'ailleurs, de parler avec ses proches. On a ce qu'on appelle l'itinéraire. Donc, on va essayer de décider à quel moment ça a commencé, à quel moment vous avez commencé à avoir des changements dans la personne, quels sont les symptômes, et après on va vraiment questionner jusqu'à la naissance, hein. C'est-à-dire que ça, c'est des interrogatoires qui commencent même au niveau de la mère, comment elle a vécu la grossesse, et donc on va dresser donc cet itinéraire-là. On va chercher des critères diagnostiques. Chaque maladie mentale a des critères diagnostiques, et c'est un peu ce qui est fait en psychiatrie. Si donc on a un patient qui a tous les critères ou un certain nombre de critères majeurs, on pourra dire que cette personne-là est atteinte de telle ou telle maladie. Mais en psychiatrie, on doit d'abord rechercher des maladies qu'on va dire médicales, c'est-à-dire qui sont purement médicales. Oui. Bon, j'ai encore des questions pour toi, puisque j'aimerais comprendre. Il y a toujours des zones d'ombre dans ma tête et je ne veux pas finir l'émission sans comprendre. Tout à l'heure, je posais la question à Marinette de savoir qu'en fait, en réalité, quand tu discutes ou tu entends certains autres psychologues ou psychiatres parler, ils parlent beaucoup de l'importance de la place de Dieu dans leur métier, dans leur façon de fonctionner. Je me demandais ce qu'elle en pense en réalité. Est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle pense que ça fonctionne? Est-ce qu'elle nous dise un peu ce qu'elle en pense sur le sujet? Voilà. Je pense personnellement que c'est la meilleure manière de faire les choses. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va en profondeur dans ces choses-là, on se rend compte qu'il y a des bases qui ne peuvent être mises que sur la base de quelque chose ou de quelqu'un qui est infaillible, qui est éternel et qui ne change pas. Éternel. Dans l'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je parlais de l'estime de soi, une base de la confiance en soi. Et la confiance en soi, elle est importante dans la santé mentale. Et je sais qu'on ne peut pas bâtir sa valeur sur quelque chose qui est faillible, comme son travail, son mariage, ses relations avec quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs quand on bâtit sa valeur sur quelque chose de faillible, comme sa relation avec quelqu'un d'autre, on se retrouve comme cette dont je vous parlais tout à l'heure là, à se suicider parce que ça vaut la quitter, parce que tu avais mis ta valeur dans une relation avec quelqu'un. Ou alors les gens qui peut-être je suis excellent dans mon travail ou dans mes études, le jour où j'échoue, je vais voir l'autre avec parce que j'ai mis ta valeur là-dedans. Or, si tu construis ta valeur sur celui-là qui est infaillible et qui ne change jamais et qui dit de toi que tu as été créé à son image, tu sais qu'il n'y a rien sur cette terre qui pourra te faire bouger, qui pourra t'enlever cette valeur-là que le Dieu créateur te donne. Donc oui, Dieu est la base de tout. S'il arrivait que quelqu'un dans cet état, on a voulu traiter sa situation, en quoi consiste en fait les traitements?
Genre, comment ça se fait? Puisqu'il n'y a pas de choses claires qui se passent là-bas. La personne a des troubles, on ne sait pas si c'est peut-être malaria. Est-ce qu'il y aura des piqûres Des piqûres, ou bien ce sont des médicaments. On parle avec la personne, ou bien des médicaments, ou bien la personne fera des sports. Bon, explique-moi mieux pour que je puisse savoir comment cela se passe. D'accord. Il y a différents traitements. Trois axes principaux, si je peux dire. Il y a la psychothérapie. C'est la partie justement où on va parler. Ça va être la thérapie cognitivo-comportementale. Ça, on l'utilise pour identifier et modifier les pensées et les comportements négatifs de la personne. Il y a la thérapie comportement dialectique. Ça, on utilise dans les troubles comme les troubles de la personnalité borderline ou les tendances suicidaires. Maintenant, il y a aussi la psychanalyse, que peut-être vous avez entendu parler de ça. Freud. Forcément. Vous avez dit à l'école. Pour essayer de trouver l'origine même du problème de ce trouble-là. Maintenant, il y a le volet médicaments. C'est la partie où on a peur, est-ce qu'on va se faire piquer ou pas? Ça dépend. Là, maintenant, ça va dépendre du degré de trouble. Il y a des personnes qui viennent à l'hôpital, ils sont extrêmement agités. Il y a des personnes même qui sont capables de se faire du mal à eux-mêmes, ceux qui font des tentatives suicidaires, ou bien de faire du mal aux autres. Il y a des personnes qui sont vraiment très violentes. Parfois même à l'hôpital, on se retrouve à enchaîner certaines personnes. Wow. Donc, pour ces personnes-là, on va les injecter des calmants. Donc oui, il peut y avoir des injections, il peut y avoir des traitements par voie intraveineuse, comme il peut avoir d'autres traitements, tout simplement des comprimés par voie orale, des antidépresseurs qu'on va utiliser dans le cas de dépression ou de troubles anxieux, les antipsychotiques dans la schizophrénie ou les troubles bipolaires, les anxiolytiques dans la panique, etc. Je vous passe les détails. Maintenant, le troisième volet qui peut-être nous concerne plus, nous qui ne sommes ni médecins, ceux qui ne sont ni médecins ni psychologues, c'est l'intervention sociale. Ok. Ça, c'est vraiment le volet social. Parce que si tu as une personne dans ton entourage qui a une maladie mentale, qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux lui apporter un certain soutien moral. C'est très important. Si c'est toi-même, tu dois t'entourer de personnes qui savent te soutenir. Et si c'est quelqu'un que tu connais, tu dois pouvoir être un soutien pour cette personne-là. Tu dois pouvoir comprendre. Dernièrement, je suivais un truc, il y a un quote, quelqu'un qui a dit que le problème, c'est qu'on attend des personnes qui ont des maladies mentales qu'elles se comportent comme si elles n'avaient pas. Exactement. Les personnes qui ont des maladies mentales, elles seront pas comme nous toutes. Justement. Donc, parfois, elles vont faire des choses ou dire des choses qui vont nous déplaire. Mais à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas les stigmatiser. C'est de les accueillir avec les bras ouverts, être une épaule pour les soutenir, des oreilles pour les écouter en temps nécessaire. Et parfois, il faudra les amener en hôpital, même contre leur gré. Parce que la majorité des gens qui viennent en psychiatrie, c'est pas vraiment eux qui veulent venir. On les emmène fort. Oui, il est possible qu'il y ait des rechutes. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser ou empêcher les rechutes. Et ça va être faire un suivi régulier avec un professionnel de santé. Ce n'est pas parce que, on t'a soigné hier, tu avais des délires, aujourd'hui tu n'en as plus. Ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter de prendre les médicaments qu'on t'a prescrits. Ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter d'aller au rendez-vous. Au contraire, pour maintenir ta santé, si tu sais que tu as été diagnostiqué d'une maladie comme ça, tu dois continuer à aller à tes rendez-vous et continuer à respecter les prescriptions médicales de ton médecin, de ton psychiatre. Maintenant, il y a aussi l'aspect de la gestion de stress. Il faut apprendre à gérer son stress parce que c'est généralement ces situations-là qui vont entraîner une rechute. Et il faut savoir, c'est très important, c'est pourquoi la psychanalyse est aussi importante, il faut savoir mettre le doigt sur l'origine de la maladie et si possible, enlever. Donc, vous avez certainement beaucoup entendu l'histoire d'enlever les personnes toxiques de son entourage. Oui. Parce qu'il y a des personnes comme ça que tu te soignes, mais la personne vient encore entraîner une rechute. Donc, il faut savoir s'éloigner de ces personnes, de ces environnements-là, pour maintenir sa santé mentale parfois. D'accord. Maintenant, on va jouer comme Galette l'a dit, un tout petit jeu. Ça s'appelle Mythe ou réalité. En gros, je vais vous poser une série de questions.
Et à ces questions-là, vous allez répondre par mythe ou réalité. Si c'est un mythe, vous dites mythe. Si c'est une réalité, vous dites réalité. Maintenant, vous ne faites pas de commentaires. Si vous voulez faire un commentaire, ce sera un mot ou une phrase courte. C'est tout. D'accord. Première question. Manger une glace après une rupture amoureuse guérit plus vite les peines de cœur. Réalité. Ok. Faire du sport tôt le matin garantit une bonne humeur toute la journée. Réalité plus. Ok. Les chats ont des pouvoirs thérapeutiques qui peuvent guérir l'anxiété. Réalité. Ce sont des animaux soutiens. Regarder des séries toute la nuit est une bonne stratégie pour lutter contre l'insomnie. Mythe. Gros mythe. Une séance shopping compulsif peut soigner une dépression légère. J'ai envie de dire réalité, mais mythe. Dormir avec son téléphone sous l'oreiller perturbe le sommeil et cause du stress. Réalité. La musique classique rend plus intelligent et moins stressé. Mythe. Un café bien fort peut remplacer une nuit de sommeil réparateur. Oh, gros mythe. Écouter des podcasts de développement personnel suffit pour rester mentalement en forme. Ça ne suffit pas. Donc, mythe. Les personnes toujours en retard sont généralement moins stressées que les personnes ponctuelles. Malheureusement, c'est la réalité. Rire 10 minutes par jour a les mêmes bienfaits qu'un antidépresseur. Réalité. Manger épicé améliore le moral et chasse la tristesse. Réalité. Les rêves récurrents ont un lien direct avec les troubles mentaux non diagnostiqués. Pas forcément. Mythe. Les personnes qui parlent seules sont plus créatives et équilibrées mentalement. Mythe. Faire un câlin à quelqu'un pendant 30 secondes réduit le stress. Réalité. Les lundis sont scientifiquement les jours les plus déprimants de la semaine. Et c'est la dernière question. Réalité. Oui, on est presque arrivé à la fin de l'émission. On aimerait savoir si vous avez un mot de fin, des conseils finaux, en tout cas. De fin. Voilà, c'est ça. Oui. Mon mot de fin, ce serait soyons toujours bienveillants envers les gens qui nous entourent parce qu'on ne sait pas ce par quoi ça passe. Donc, soyons bienveillants, soyons à l'écoute. Merci beaucoup. Soyez à l'écoute.